je vais faire quelques suggestions pour en fait faire place aux intervenants et ouvrir l'horizon de cette rencontre. Mais auparavant, je voudrais remercier l'INALCO de nous avoir accueillis et remercier les jeunes chercheurs qui ont rejoint le travail des anciens, et je les remercie particulièrement parce que c'est la nouvelle vague dont nous attendons beaucoup. Enfin, je voudrais remercier particulièrement l'association Mémoire de Madagascar et Marie-Clémence et César Paès qui reçoivent régulièrement dans les locaux de l'Atérite les réunions de l'association. Nous sommes assemblés ici pour une commémoration. C'est un mot qui inclut le terme de mémoire, non pas tellement au sens de « je me souviens », mais plutôt « je veux faire mémoire », c'est-à-dire évoquer au sens fort le soulèvement malgache de 1947, survenu il y a 70 ans. Évoquer comme les monuments, monumenta en latin, c'est le partenaire de documenta, et les pierres levées dans le sol malgache, vous le savez sûrement, sont des rappels à celui qui passe à proximité. Donc, évoquer, on commencera forcément par les monuments du souvenir de 1947 à Madagascar. Mais par ailleurs, le travail des historiens contribue de plus en plus, dans la mesure où les témoins directs sont morts ou extrêmement âgés et rares. Donc, le travail des historiens contribue de plus en plus, en fait, à cette évocation. Il faut ajouter que la mémoire de ces survivants, morts maintenant et regrettés, a été très souvent occultée. Ça sera le premier point que je développerai, l'occultation. Les composantes de cette occultation sont plurielles, plus diverses que ne l'imagine le sens commun. Inversement, le classement des archives, lui, avance. Il est pratiquement venu à échéance des délais qui empêchaient jusque-là la consultation. Et il devrait amener un regain de travail sur le fond des archives. Ce n'est pas forcément le cas non plus. Nous verrons que penser de ce relatif retard pour travailler les archives. Occultation tout d'abord. La représentation au jour le jour des événements de 1947-48, comme le dira Aïna qui prendra la parole, en fait, elle n'est pas absente de la presse française. C'est pas absent du Monde, c'est pas absent du Figaro, c'est pas absent de l'Humanité. Et donc, on ne peut pas parler d'une absence de Madagascar dans la presse en 1947. Mais en fait, il y a une relégation vers les pages secondaires et il y a le fait que l'Indochine, colonie riche, attire beaucoup plus l'attention des journalistes que Madagascar, colonie très lointaine, relativement isolée et très peu peuplée surtout. Ensuite, il y a indiscutablement une volonté de l'État colonial d'étouffer la revendication d'indépendance, de la rendre illisible, de rendre illisible la portée de l'événement. Enfin, il y a, il faut le noter, l'appropriation de chaque colonie par un des clans qui se partagent les réseaux d'influence, le MRP
liée aux missions catholiques, la SFIO, liée aux francs-maçons, et dans le cas de Madagascar, De Coppet, homme libéral, ouvert, franc-maçon de gauche, détesté par les coloniaux, dans une colonie où les missions sont très influentes. Ce n'était peut-être pas la place idéale. Ensuite, on tient, même si l'histoire paraît occultée, on tient à inscrire dans les mémoires des Malgaches un nombre de morts qui se situe, vous le savez, entre 90 et 100 000. Chiffre de l'armée et du haut-commissaire de Chevigné, il s'agit de terroriser la population et de mettre en valeur le retour des sorciers, la sauvagerie d'un certain nombre de faits de guerre. Chiffre sacré pour les anciens du NDRM, j'exagère à peine, qui victimise les Malgaches, et thème du complot également, qui fait toujours florès, quand même dans la capitale, il faut le savoir, thème du complot administratif qui amène à affirmer on ne comprendra jamais ce qui s'est passé. Donc, somme toute, l'occultation, elle vient de côtés variés. Bon. De plus, il est évident que nous devons assumer l'idée de mémoire très divergente entre les gens du maquis, les gens de l'appareil du NDRM, les gens des grandes villes, citadins, bourgeois, les membres des sociétés secrètes, les membres du PADESM sur la côte sud-est, etc. Autrement dit, les mémoires divergentes sont difficiles à mettre en place. Alors, à côté de ce problème, on pourrait dire que on voit mieux maintenant, on perçoit mieux maintenant, à côté de ces divergences, le fait que les maquis ont été séparés, vite isolés, dans des zones inaccessibles, qu'il y a eu des mésententes importantes qui sont survenues en cours de combat, et qu'après les procès des condamnés, dont un assez grand nombre ont été amnistiés en 1956, les gens ont été interdits de retour dans leur district. Ceci, évidemment, a contribué à occulter la mémoire. Que faire, donc, 70 ans plus tard? Si nous revenons en arrière pour voir ce qu'ont donné les commémorations précédentes, on a des changements assez stupéfiants. Sous la Première République, le personnel politique est largement héritier du PADESM, qui est le rival du NDRM, et qui est appuyé par l'administration française. Extrême prudence, un exorcisme. On ose à peine rappeler 47, on fait une cérémonie commémorative au monument aux morts français dans la capitale. C'est évidemment une chose pour le moins stupéfiante. Pour moi qui étais coopérante, en tout cas, cela était choquant, disons-le, choquant. Bon, en 1972, se trouve remise en jeu toute l'histoire de 47. Et Didier Ratsiraka va tirer le plus grand bénéfice politique du fait qu'il intègre 47 comme fait majeur, événement fondateur de l'identité nationale en construction. Il faut noter l'audace de l'opération, car son beau-père, Pascal Velunzar, a participé à la répression. Et le père même de Ratsiraka y a participé et a été décoré à ce titre par François Mitterrand. Donc, c'est une opération très délicate et, heureusement, je dirais, les archives n'étaient pas ouvertes. Ce que nous savons maintenant, nous ne savions pas à ce moment-là.
47 permet de communiquer sur pied d'égalité avec l'Algérie ou le Mozambique, qui sont des terres de soulèvement. Cela permet de parler à la tribune de l'OUA au nom de ces révoltés de 47 en 1977. Et en 1977, on transfère dans un mausolée de la capitale des morts de 47. Puis, il y a le monument de Mouramang, la fosse commune de Mouramang, de nombreuses stèles dans tout le pays, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on va vous en parler plus en détail. Puis il y a le film malgacho-algérien Ilou Tsiveri, une exposition montée par l'AREMA en 1981, le parti du président, qui récapitule les luttes dans une espèce de filière qui part de la BBS et qui va jusqu'en 1972. En 1987, c'est l'apothéose de ce mouvement. C'est une année extraordinaire. Moi, j'ai fait toute l'année à Paris 7 sur les textes en malgache, les petites brochures et les journaux sur 1947. Et j'ai vu débarquer Benjamin Ramansour à Marseille, qui a fait 2 séances de séminaire époustouflantes où il racontait ce qui s'était passé à la télévision. Alors bien sûr, les célébrations à Mahabash, etc., aux monuments commémoratifs, mais surtout l'apparition à la télévision de généraux qui étaient totalement inconnus de la population et qui parlaient des maquis. On a vu apparaître à ce moment-là des gens comme Ratav ou comme Léo Ha. Et alors ça a été vraiment la stupéfaction. On pensait que ces gens avaient complètement disparu. On pensait qu'ils étaient tous morts. On en voyait surgir un certain nombre. Mais le directeur des anciens combattants Nouvelle Manière, c'est-à-dire les anciens combattants de 47, il fallait quand même avoir été pris les armes à la main pour être sur la liste des anciens combattants de 47. Eh bien, le directeur de ce service nouveau, à l'intérieur du ministère de la Défense, Sambou a déclaré quand même en 87 les secrets du soulèvement ne doivent pas être révélés car ils provoqueraient des troubles. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Cela vous montre bien que l'occultation est quand même très partagée. Ensuite, nous avons une double ouverture des historiens, l'ouverture des archives classées locales, qui a été précoce et qui a rendu de grands services. Je crois que c'est en 1985, mais peut-être je serai corrigée d'une année ou deux. Les recherches au département d'histoire, les archives ont été ouvertes très libéralement côté malgache. C'est comme ça qu'on a eu la thèse de Ramansour à Marseille sur les sociétés secrètes de la BBS à 1947. Donc, on pourrait dire que c'est le soulèvement réussi de 72 dans la capitale et dans les grandes villes de l'île qui a permis le retour véritable de l'idée « on construit notre passé ». Voilà. Bon. Ensuite, les archives en France. Alors, ça a été beaucoup plus long, lenteur du classement, mais on va tout vous expliquer sur le problème des délais, j'en suis sûre, et fermeture pratiquement des archives sur les provinces les plus importantes, la province de Fianarantsoa, entre autres, fermeture de ces archives, ouverture progressive en 2010. 2010, pratiquement tout est ouvert.
Mais on a commencé par les provinces où il y avait le moins de problèmes liés à 47 pour classer les archives provinciales. Et on en est venu aux provinces décisives pour 47 en fin de cortège. Et ça, l'archiviste responsable n'y peut rien. Ce sont en général des directives qui viennent de plus haut. Donc, en 97, vous avez un colloque à Paris, un colloque à Madagascar, et les archives ne sont pas encore tout à fait ouvertes. Maintenant, c'est l'ouverture maximale, et les travaux de Jean Framigacci, entre autres, viennent largement, dans la revue Tsingi qui est publiée à La Réunion, viennent largement du fait qu'il a pu se plonger dans les archives de Mananzar de manière intégrale, et je vous recommande les 3 articles gros et très nourris, très riches qui en sont sortis. Mais maintenant, dans l'opinion, l'idée est faite, les archives sont fermées. C'est-à-dire qu'il traîne une idée reçue parmi les étudiants français, mais surtout à Madagascar, les archives sont fermées. C'est très embêtant. Comment faire cesser cette vision? Ce n'est pas le seul problème que rencontrent les chercheurs. À l'heure actuelle, il est indispensable de faire un voyage, si l'on veut faire de la recherche, entre Madagascar et les archives d'Aix-en-Provence et Paris, où il y a les archives militaires à Vincennes. On ne peut pas se passer de ces 3 étapes. Ces étapes coûtent cher. Les étudiants ne sont pas capables de les assumer. Le projet Campus, qui a été lancé justement pour le travail sur 47, ce projet Campus, il est clos depuis longtemps. Il n'y a donc plus d'argent à donner à des étudiants qui voudraient travailler là-dessus. Les étudiants, du coup, travaillent sur les cités, les petites cités proches de la capitale. Ils travaillent sur la peinture coloniale, sur la photo coloniale, sur des choses qui sont beaucoup moins coûteuses en argent. C'est un problème essentiel. Ensuite, il y a le complotisme à la mode, qui poursuit ses ravages plus que jamais, puisque du côté occidental, on est également dans un contexte complotiste. Et vous entendrez couramment dire que les Malgaches ne sont pour rien dans 47, ce qui est un véritable outrage à la vie des maquis, au courage de ces gens qui se sont battus. Les Malgaches n'y seraient pour rien et le complot viendrait de l'administration française. Quoi qu'il en soit, un certain deuil est à faire ici comme ailleurs en histoire. Les voix des acteurs sont à jamais effacées. Elles sont pratiquement maintenant irrécupérables. Et l'histoire se construit, nous l'assumons, en mettant en place une représentation écrite à la place de cette séparation d'avec le passé. Cette représentation écrite produit un effet de réalité par des récits, des noms propres qui sont mentionnés, des récits d'action, des localisations, des dates, mais surtout, elle révèle, et ça je crois que c'est la surprise du groupe qui a travaillé sur les correspondances entre un des chefs de maquis et un pasteur de la capitale, l'histoire, quand on la pratique, révèle des acteurs très différents de nous et très différents de ce à quoi nous nous attendions. On travaille souvent en histoire contre soi-même. Et ces chefs de maquis, eh bien, ils apparaissent étrangers à nos préoccupations, étrangers aussi à ce qu'on attendait, avec un langage qui est très surprenant, vous verrez, on vous en dira plus. Autrement dit, il reste encore tout un travail de compréhension, de restitution de ce qui faisait leur univers mental. Et ce travail est long.
il est délicat, il implique une très bonne connaissance du malgache. Au stade où on en est sur les recherches, c'est une chose absolument nécessaire. La question qui se pose aujourd'hui aux historiens, pour conclure ce que je dis, c'est comment ils présentifient en quelque sorte 47 aujourd'hui. Comment ils contribuent, comment nous contribuons à la construction de la citoyenneté à Madagascar ou pas. Et comment nous contribuons aussi à la construction de la citoyenneté française, en commençant par les écoles, en continuant par l'université, comment, par des livres aussi publiés, comment nous contribuons à faire de 47 quelque chose qui est présent dans notre travail d'aujourd'hui et dans l'avenir de Madagascar. Ce n'est pas une mince question, puisque vous voyez qu'à chaque époque, chaque grande commémoration peut se décrire par rapport à des enjeux précis, politiques entre autres, de l'époque. Quels sont les enjeux d'aujourd'hui ?